Tu peux parler un petit peu, comme dit, tes pas artistiques. Ça veut dire que tu as commencé par quoi, les autres, quand? Par exemple, je pense que j'ai toujours écrit, j'ai retrouvé des écrits que j'avais écrits à 18-20 ans. La poésie, tu vois, je pense qu'elle venait assez vite, mais de façon pas sérieuse. C'est... Ma mère était cinéphile, elle nous emmenait beaucoup au cinéma. J'aimais beaucoup le cinéma. Et à l'époque, j'étais dans une pension catholique, tu vois, il y avait un très grand critique de cinéma qui venait nous présenter des films. Et ma sœur, j'ai une de mes sœurs là qui voulait faire les beaux-arts, et puis elle a changé de direction, elle a dit non, je vais faire l'école de cinéma. C'était, tu sais, les années 60, c'était assez rare, enfin c'était nouveau. Et moi, au fond, j'ai fait le voyage aux États-Unis, je suis revenue avec une dépression nerveuse qui a duré longtemps. Et je me suis dit comment. J'étais guide interprète, c'est mon premier métier, et je me suis dit non, je change de vie, je change de métier. Et j'avais 22-23 ans, et j'ai passé le concours et j'ai réussi. Et je me suis dit, mais même pas idée de devenir réalisatrice. C'était ou être conteuse ou être script. C'était ça les filles, pour les filles. Et comme j'étais pas formidable ni honteuse, voilà, je suis devenue assistante et après je fais la télé. Maintenant, pour la part artistique, si tu veux par exemple dessiner, je sais pas, toute ma famille, on gribouille toujours, on dessine. Cette sœur qui a fait l'école de cinéma avant moi, elle dessinait très très bien. Moi j'ai toujours dessiné, tu vois, mais un petit peu, pas sérieusement. Comment les choses viennent. Mais par exemple, l'écriture, ce bouquin que j'ai passé, La Nuit travelling, je crois que j'ai commencé à écrire tard, j'avais une trentaine d'années, et j'étais dans un collectif, enfin un appartement collectif, il y avait pas mal de choses à raconter, j'ai commencé à écrire. Et j'ai repris beaucoup, beaucoup plus tard, parce qu'entre-temps, j'ai travaillé à la télé, après j'ai voulu partir en Algérie faire un film, comme réalisatrice, tu vois. Et avant, j'avais fait un long métrage fiction que tu as vu là. Comment les choses viennent, ça s'emboîte, tu te poses même pas la question, ça vient. Comme, tu vois. Ah, mais la première fois, c'était, comme on dit, par la poésie, vers 18 ans. Oui, j'écrivais un peu de poésie, mais pas sans plus, tu veux. Non, non, sans. Je ne posais pas la question, tu vois, c'est ça. Et le concours, c'était quelle école, en fait? C'était l'IDEC, c'est l'ancienne FEMIS. C'est la meilleure école de cinéma en France. Très grande école. C'était comment? C'était quelles années? C'était les années 60, je crois, avant non? 65, je suis sortie en 65. C'est une école qui est, comment dire, qui est très très connue. Enfin, mais moi, j'ai passé le concours en disant, dans le brouillard, tu vois. J'avais cette grosse dépression qui a duré 3 ans. J'arrivais plus à faire. Enfin, j'étais très peu coordonnée et tout. J'étais très très mal. Et il y avait une raison émotionnelle pour cette dépression? Il y avait J'étais aux États-Unis avant. Tu étais amoureuse? Tu étais, je sais pas. Non, j'étais dans un petit village, une toute petite. Tu vois, tu es parisienne et tu te retrouves au fin fond de la Virginie, comme assistante de français. Et je donnais d'abord 5 heures et après 15 heures de cours, très très mal payé, tu vois. Seule, enfin, j'étais au milieu d'une université de femmes. Il y avait une université de mecs à 30 km. Il n'y avait rien à faire. C'était différent? C'était, comme on dit, une école pour les filles ou une école pour les garçons? Oui, une fac, une université, oui. Et il y avait dans ma chambre avec une roommate, elle était mexicaine, on était les deux seules étrangères. Mais tu vois, tu arrives de Paris, grande ville, tu te retrouves au fin fond du trou du cul du monde, tu vois. Je travaillais beaucoup, je préparais mes cours, j'adorais ça. J'aime beaucoup enseigner, ça se passait très bien. Et les étudiantes que tu avais? Elles avaient 2 ans de moins que moi, tu vois. Ça a été, je pense que j'étais très fatiguée, j'avais travaillé comme guide interprète tout l'été avant. J'avais rencontré une portoricaine qui était prof dans cette fac et on a beaucoup sympathisé.
Et elle m'a dit, tu veux venir un petit peu aux États-Unis, tu peux enseigner le français. Je dis, ok. C'était trop, nerveusement, j'étais très fatiguée. Je pense que ça a été comment dire, un choc culturel, tout, tu vois. C'est très religieux, très... Non, 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 Ouais, c'était une non. fac. Non, 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 non. Enfin, si. L'environnement, ça veut dire... Tu sais, tout le monde fonctionne par club aux États-Unis. Donc j'étais catholique, on m'a dit tu vas être président du club des catholiques. Je dis non, non, je ne suis pas président. Tu sais, ça fonctionne, c'est une. Tu sais, c'est quand même. Tu connais un peu les États-Unis? Non, je ne C'est connais un pas du monde tout. très différent. Bon, tu vas à Paris, tu vas à New York, il y a tout le monde, c'est très. Mais si tu vas. Imagine que tu es à Istanbul et tu arrives comme. Dans un village, Turc, oui. dans un tout petit village du Berry. Hmm. C'est quand même un choc. Enfin, bon, j'ai pas supporté. Donc j'ai été très 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 mal. Ma mère m'a envoyée comme une tuberculeuse dans la montagne chez une cousine peintre. Et j'ai fait cette école un peu dans le brouillard. Je ne sais pas si j'ai appris grand-chose, mais j'en suis sortie. Et quand je suis sortie, ma sœur avait une amie qui est devenue la monteuse de Godard. Donc moi j'ai commencé à travailler comme petite main sur Pierrot le Fou, qui est un des meilleurs films de Godard, tu vois. Oui, oui, oui. Tu as 25 ans, mais en même temps, tu vois, tu sors d'une grande école, et là, pendant 5 semaines, tu mets des élastiques autour de la pellicule. Tu vois, je sais pas comment te dire. Et après, comme ça fait bien, on m'a permis de monter comment dire, des ambiances, tu vois, des bruits d'oiseaux. Donc, toutes les 18 minutes, tu écrivais avec l'encre blanche sur la pellicule. Enfin, tu vois, un travail très, très con, enfin, un travail mécanique, Ouais. un travail d'ouvrière, tu vois. Ouais. Tu sors d'une grande école, etc., tu fais ça. Et le jour du mixage, il manquait des ambiances. Et la chef monteuse, tu sais, c'est très hiérarchisé, la chef, monteuse, l'assistante, et moi la petite stagiaire, elle me fait des gros yeux, elle me dit... Et puis d'un seul coup, le projectionniste, tu sais, à l'époque c'est la pellicule, donc tu montes, il y a une pellicule image, une pellicule son synchrone, et après tu as plusieurs bobines avec les différentes ambiances. Et il avait oublié de monter une des bobines. Donc c'était les ambiances que j'avais montées. Tu vois, j'étais verte et Godard riait, tu vois. Et bon, donc ça s'est bien passé. Mais là aussi, tu vois, aussi un caractère un peu rebelle, un peu comme toi. Alors on travaillait, c'était l'été, on travaillait dans le noir, dans une salle de montage aux Champs-Élysées. Et Godard, quand on déjeunait toutes les quatre, il lisait son journal, tu vois. Et moi, on m'avait appris, enfin, tu vois, quand on mange ensemble, on se parle. C'est quelque chose de convivial. Et j'ai dit à la chef monteuse, au bout de 2 jours, moi, Godard ou pas Godard, je ne mange pas avec un mec qui lit son journal. Et j'ai dit, je vous quitte, je vais manger un sandwich sur les Champs-Élysées. C'est mon heure de soleil. Cette heure de repos m'appartient. Tu vois, tu vois, tu vois, à 25 ans, j'avais un amoureux en Irlande, et évidemment, les montages, c'est toujours plus long et plus long et plus long. Et je me souviens, je pleurais j'avais les larmes, j'en avais marre, tu vois. Et je me disais, mais c'est ça la vie de cinéaste. Bon, Godard, il n'était pas avec nous, tu sais, il est connu comme ayant un très mauvais caractère, mais avec nous, il était plutôt gentil. Et quand j'ai terminé ce montage, 25 ans, il y a eu un petit héritage de mon grand-père. Enfin, j'ai pu voyager en Méditerranée. Je suis partie 6 mois comme une aventurière autour de la Méditerranée. Tu avais 24 ans, 25 oui, ans? j'ai 25, 26 ans, oui, c'est ça, oui. Et ça durait combien de temps, cette voyage? Pas très longtemps, je suis partie au 5 ans. Baléares avec des Américains. Après, je suis allée au Maroc, toute seule. Non, pas tellement. J'ai dû partir 3-4 mois, on ne faisait pas tellement longtemps. Et tu sais, à l'époque, on partait à Katmandou. C'était le voyage de toutes les générations, parce que c'était la mode d'aller.
Je ne suis pas allée jusque-là. Non, j'ai fait la Méditerranée. Et quand je suis revenue, je ne savais pas ce que j'allais faire. Franchement, tu sais. Le montage de film, c'était pas ma tasse de thé, hein, pour être. Et surtout cette hiérarchie. Et j'allais beaucoup dans un café, quartier latin, où il y avait beaucoup de musiciens de jazz, et j'ai toujours beaucoup aimé le jazz. Et je lisais le Herald Tribune, puisque je suis bilingue, je parle enfin, assez parfaitement anglais. Et j'ai vu une petite annonce qu'il y avait un cinéaste américain qui cherchait une script bilingue. C'était pour moi. Voilà, enfin tu sais, les choses s'enchaînent. Il s'appelait Peter Goldman et il avait fait un très beau film à New York qui s'appelait Echoes of Silence. Et il avait été invité à venir en France parce que les Français avaient beaucoup aimé le film et tout. Et le veille du tournage, les producteurs se sont dédits. Et moi, quand j'étais allée un petit peu à New York, j'avais eu un amoureux américain qui était aussi juif, new-yorkais, qui connaissait le travail de Peter. Donc il a rassemblé l'argent pour qu'on puisse commencer le film. Voilà. Tu sais, la vie, c'est une succession de rencontres. Oui. Voilà. Et les films que tu commences à faire, est-ce que tu peux parler les premières, les suites Les films faits ces dernières années, depuis, comme on dit, depuis le premier, Ouais. c'est quand tu as commencé. Le premier film que tu as monté, Ouais. c'est mon film, voilà. Ouais, une histoire d'Émile et Joachim. Je travaillais à la télévision scolaire, je gagnais ma vie. J'habitais dans un appartement avec d'autres copains, copines. J'avais toute cette bande de copains espagnols que j'aimais beaucoup, que je retrouvais le soir, qui étaient des réfugiés politiques qui ne voulaient pas faire leur service militaire. Tu vois, c'était encore Franco. Et je ne sais pas comment, je sais que je fais un voyage en train, je ne sais plus où j'allais, et j'écris une histoire. J'écris une histoire en, je sais pas, en une heure, et après je suis revenue à Paris, j'ai dit on va tourner. Et à l'époque, on pouvait avoir le matériel assez facilement, tu vois, et on faisait développer, c'était toujours là, le film, mais en perruque, ça s'appelait en perruque, on faisait la nuit à la télé, enfin, tu vois, on se démerdait. Et donc, ça s'est fait très vite, j'ai écrit cette histoire, donc il y avait une histoire de deux hommes qui sont amoureux l'un de l'autre, et autour d'une bande qui sont, enfin, ils sont amoureux de l'un de l'autre, mais il y en a un qui aime aussi une autre femme dans le groupe, et c'est une espèce aussi de chronique de cette époque. Et ça s'est terminé, j'ai monté avec une amie qui a fait le montage, aussi mes pellicules, à la télé, la nuit. Et après, c'est un film qui a bien marché, parce que c'était assez innovant, tu vois. Avoir des scènes d'amour entre deux mecs, c'était pas tellement dans l'époque. Le film a été sélectionné au Festival de Belfort, dans quelques festivals. Il est sorti, il y avait une petite salle au quartier latin, il est sorti. Enfin, bon, c'était. Ça aurait pu m'ouvrir les portes vraiment, mais après. C'était quelle année? Ça, j'avais 33 ans, donc 73. Voilà, et puis après, ayant fait ce film, parce que j'ai continué à travailler à la télé, et puis un jour j'en ai eu marre, je me suis dit non, je commence à m'ennuyer, tu vois, il y avait 9 ans, j'étais assistante à la télé scolaire, télévision. Et j'en ai eu marre, et j'avais rencontré entre-temps, j'avais déménagé, j'habitais en face d'un café kabyle, au quartier latin, et c'était un café plein d'artistes. Et là, j'ai connu tout le monde. Ça ne dira rien, mais j'ai connu les meilleurs musiciens de l'époque. Idir, qui est un chanteur kabyle qui est mort il n'y a pas très longtemps. Un autre qui s'appelle Djemel Alam. Enfin, des peintres. Tu vois, c'était. Donc, je les ai connus. Et nous, comme on avait un grand appartement, ils venaient souvent. Et j'ai eu envie de connaître l'Algérie. Et la télé où je travaillais, elle dépendait de l'éducation nationale. Donc j'aurais très bien pu demander un an, partir et revenir. Mais j'ai même pas réalisé ça, tu vois. C'était dans mon. Donc j'ai donné ma démission. Et il y avait une série à la télé pour des villages à travers le monde. Et une productrice m'a dit, ben Marie, tu pars et tu nous ramènes
essaie de filmer et tu nous ramènes un film sur un village kabyle. Et là, ça a été une nouvelle vie, tu vois. J'ai beaucoup aimé l'Algérie, j'ai rencontré... Je me suis fait arrêter par la sécurité militaire parce que c'était déjà difficile, j'ai eu des problèmes. J'ai pas pu tourner le film, on m'avait envoyé 17 boîtes de pellicules par valise diplomatique. Mais j'étais... Le garçon qui devait faire la caméra s'est retrouvé en tôle parce qu'il avait distribué des tracts pro-kabyle, pro-berbère. Enfin, tu vois, c'était la fin de Boumedienne. Voilà, donc je suis rentrée, mais j'étais tombée amoureuse de 2 hommes. Et j'ai choisi celui qui avait la bourse pour venir en France. Et voilà, mais je m'entendais très très bien avec l'autre homme. Et je pense que je me serais mieux entendue avec l'attaque. Voilà, donc je suis rentrée en France. Aïssa m'a rejoint quelques mois plus tard. J'avais la bourse. Et on s'est installé et 1 an et demi plus tard, j'ai eu ma fille. Voilà, une nouvelle vie. Et après, il a fallu vraiment, c'était très dur le retour, retrouver du travail comme assistante, faire des piges à la télé, reprendre le travail de guide. Enfin, il fallait... La première année, Aïssa avait une bourse, mais après, il fallait... Et c'est revenu quand, par exemple, c'était encore filmé? Après tout ça, deuxième film, troisième film? Alors ça, si tu veux, le soundtrack, après j'ai fait pas mal des films comme réalisatrice, des films sur les artistes maghrébins en France, sur des histoires de la fin du corset. J'ai fait pas mal de petites émissions, voilà, mais pas énormément, 7-8. Et après, j'ai recommencé vraiment à faire des films, pour moi, beaucoup plus tard, en 86, quand j'ai eu envie de faire le film sur ce cinéaste, Robert Kramer, dont j'aimais beaucoup le cinéma. Et donc j'ai terminé en 96. Et à partir de ça, après j'enseignais beaucoup, j'étais devenue prof à la fac, enfin enseignante. De français langue étrangère, à l'Institut catholique et à Paris 8, au département de FLE. J'avais aucune formation pour ça, mais j'étais Madame Cinéma. On faisait du français à travers des textes, à travers des films. Enfin, j'ai organisé mon enseignement, c'était très bien. On a un petit peu tourné à la fac. Et j'étais à la retraite, 2002, j'ai quitté. J'avais mes autres, tu sais, les fameuses, comment dire, avoir suffisamment d'heures pour avoir une retraite. Donc j'avais 60 ans, 62 ans. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et j'avais envie de travailler aussi avec en prison. Puis ça s'est pas trouvé, les choses se sont... ce que j'ai mis en place. Ah oui, je voulais faire un film sur Paris 8, l'université où enseignait Philippe. Et il y avait déjà une fille qui était en train de tourner un film sur l'université de Paris 8, à Vincennes. Non, pas Vincennes, elle est à Saint-Denis. Alors moi, il faut que j'explique que je suis une grande phobique. À l'époque, je prenais encore le métro, mais c'était 3/4 d'heure. Je me suis dit, tu es un peu masochiste, tu vois, de refaire tous ces trajets. Et un jour, je me baladais dans le quartier, et il y avait un très beau jardin, un jardin partagé, qui existait. Et je suis entrée, et je me suis dit, voilà, il faut faire un film ici. Parce que c'était un film qui avait un jardin qui avait été organisé avec une communauté d'Africains qui habitaient à côté, un garçon qui est un plasticien, et c'est devenu un lieu absolument, un vrai paradis pour tous les gens du quartier. 1000 mètres carrés, il y avait des plantations, mais il y avait aussi du cinéma, du théâtre, plein de choses. Et pendant 2 ans, j'ai tourné. Voilà. Et le jardin a été démoli. Maintenant,
On a construit un gymnase, il y a un petit jardin au-dessus, mais ça, il faudrait que je fasse, si on fait le tour du quartier, ou une prochaine fois, comme tu veux. Voilà, le film est... Après, j'ai fait un autre film sur... je suis vraiment ancrée dans le quartier, sur un café kabyle à côté d'ici, qui s'appelait Shiraba, qui était mon café, tu vois, où il se passait beaucoup de choses aussi, des rencontres. On a projeté des films pendant 10 ans, j'ai organisé des projections avec des copains, copines. Et puis après, ça s'est enchaîné, tu vois. C'était, je ne sais pas s'il faut que je te dise la liste, parce que de tout, à peu près une idée, il y avait toujours un sujet qui venait. J'ai fait un film sur mes appartements, les appartements de Paris, les Paris d'une Parisienne. Après, j'ai fait, bon, chez Rabat. Après, qu'est-ce qu'il y a eu, 2005. Après, j'ai connu Marseille. Après, j'ai fait des films sur des copains à Marseille. Après, j'ai fait des, il y avait Sarkozy qui disait des choses horribles sur les 68 arts. Donc j'ai fait un film avec 3 femmes qui avaient été actives en 68. Dominique Grange, une autre, tu vois, une chanteuse, une médecin. Enfin, tu vois, toutes des rencontres des gens que tu aimes et tu as envie de raconter des histoires et de dire à Sarkozy, mais non, le film s'appelle Mais non Sarko, la commune n'est pas morte. Film politique. Après, je ne sais plus très bien. Après, j'ai fait, oui, oui, oui. J'ai rencontré. J'ai eu mon premier amoureux en fait, premier amant, bien. C'était un cinéaste nord-américain qui est assez connu en France, qui est mort cette année. Et donc j'avais écrit un projet que j'arrivais pas vraiment à monter, où il avait un petit rôle. Et finalement, ça s'appelle Un voyage sur la Terre. Et c'est le nom du site où on trouve mes films. Donc là, le film était écrit et il est arrivé en France juste au moment où j'allais commencer le film, et c'était un peu un hasard. Donc j'ai commencé l'histoire, c'est une femme qui cherche un journaliste algérien qu'elle a connu, qu'elle a aimé et qui a disparu dans la nature. Et voilà, donc j'ai intégré Melvin dans ce film. Enfin, tu vois, c'est toujours les histoires entre l'histoire personnelle et les histoires, la grande histoire. Mais j'ai filmé aussi beaucoup les luttes, j'ai filmé beaucoup les manifestations. Je sais pas, dans presque chacun des films, il y a des manifs, des luttes. C'est toujours lié. Je dis, quand on me dit qu'est-ce que tu fais, je dis c'est entre l'intime et le militant. Mais moi, je ne suis pas. Mon arme, c'est la caméra, quoi. Comment tu procèdes un film, voilà. Comment tu commences, l'idée, comment il vient, comment tu fais cette procédure. Des rencontres. Et comment dire ton approche artistique à l'égard de tes films. Je ne sais pas si c'est une approche artistique. Ou approche, ça. Je filme les gens que j'aime et que je trouve beaux, tu vois. Je ne pose même pas la question, ça se fait. Tu vois, on dit l'inconscient, ça se fait. Qu'est-ce qui est important dans un film pour toi? Je pense le mouvement de sympathie, d'empathie et quelque chose qui sorte aussi, qui a une approche poétique, tu vois, quelque chose de la beauté du monde. J'ai oublié de dire aussi, j'ai quand même filmé l'histoire de la famille, j'ai filmé l'histoire de mon père, qui a été arrêté par la Gestapo, j'ai filmé ma mère, enfin, tu vois, ça, j'ai filmé ma famille algérienne, là j'ai failli me faire, c'était très difficile. Mais par exemple, bon, je prends l'exemple du dernier film, tu vois, à 7, tu connais, je suis sur une pelouse, il fait beau, il y a des jeunes gens, jeunes femmes, on commence à parler, et ils ont tous, en l'espace d'une heure, tous des choses intéressantes à dire. Et ils sont dans la poésie, et j'ai eu l'impression que à 7, moi j'ai
pas rencontré beaucoup de jeunes poètes et poétesses. Je ne sais pas si tu as rencontré des gens assez jeunes et tout, qui sont investis vraiment dans leur vie de poète, mais ils font d'autres choses à côté. Mais ils ne te parlent ni de problèmes de fric, ils sont... Et ça m'a beaucoup plu. Mais après, quand je veux faire les interviews, je les titille un peu. Tu sais, un peu comme hier, je te disais, mais comment tu vis, comment tu vois, tu te débrouilles, parce que c'est quelque chose d'important aussi. On ne peut pas oublier toutes les choses matérielles. Il faut élever ses enfants, ça, tu vois. Voilà. Mais je dis, c'est toujours un peu miraculeux, les rencontres. Et j'ai aussi filmé un vieux monsieur, enfin qui doit être très vieux aujourd'hui, qui s'appelle Jérôme Peignot, qui a créé qui a écrit beaucoup de romans, de poésie, qui est très connu par les bibliothécaires en général, qui a été un grand militant. Mais tu sais, c'était un monsieur très bourgeois, mais qui a aussi lutté pour les Maliens, qui a fait des choses à son niveau. Et cette année-là, c'est 2007, c'était une année très prolixe parce que je suis allée filmer au canal Saint-Martin. Il y avait 300 tentes de SDF. Donc ça, c'était une vie c'était une très belle année. Le matin, j'étais au canal Saint-Martin. Et l'après-midi, j'étais dans cet appartement bourgeois à filmer ce vieux monsieur. Et j'aime beaucoup, comme ça, tu vois, filmer les deux extrêmes d'une société. Techniquement, comment tu filmes? Alors, à l'époque, tout à fait au début, je filmais je me suis acheté une caméra. C'était un genre de Sony numérique. J'ai appris à filmer, tu vois, j'avais jamais cadré de ma vie. Numérique. DVR 950, Oui, oui, c'était. Après, j'ai filmé avant en H8, j'avais filmé aussi pas mal en Super 8. J'avais une petite Super 8 synchrone quand j'étais dans les années 90. Bon, écoute, j'ai aimé filmer moi-même, jusqu'au moment où je me suis dit, non, Anne-Marie, tu as des amis cadreurs mieux que toi, meilleurs que toi, et tu vas un peu déléguer, voilà, déléguer le travail. Et le dernier film, j'ai complètement délégué parce que j'ai le copain avec qui j'ai travaillé, donc sur ce film, sur les poètes, poétesses, il habite à Marseille, moi j'habite à Paris, mais on aime tous les deux la poésie et les artistes et les poètes, tu vois. Et il m'a dit tout de suite, mais je vais t'aider. Donc c'était l'année dernière, j'avais encore beaucoup d'énergie, c'était pendant la pandémie. J'ai fait on a fait un emploi du temps et on s'est retrouvés, on est allé d'abord à Marseille, filmer cette jeune poétesse qui vient du Nord, Colline. Après on est allé en Bretagne, filmer un garçon, Guillaume, qui est à la fois poète, musicien, marin. Donc, en fait, tu ne les as pas filmés à 7, mais tu es allé chez eux pour filmer. Je suis allée les rencontrer dans leur vie. J'aurais demandé de m'envoyer une espèce d'autobiographie. Ce qu'ils avaient écrit, est-ce qu'ils étaient publiés? Non, j'ai un peu travaillé, tu vois. J'ai écrit un projet que j'ai envoyé à 10 producteurs. Rien, tu vois. Les gens aussi, ils aiment bien, mais vous savez, hein, la poésie, vous savez, ça ne se vend pas. Voilà, donc tu avances, et donc on a filmé un petit peu, oui, un petit peu, c'était un peu la pandémie, mais il n'y avait pas de problème. C'était une seule film de 3 poétesses ou bien 3 poétesses et un poète. Oui. Et c'est dans une seule film ou bien dans les différents? C'est ce que je suis en train de monter. Dans une seule, parce que c'est pas séparément, c'est pas une film. On ne sait pas encore, tu vois. Pour l'instant, on monte portrait par portrait. Oui, d'accord. Voilà. Et j'avais filmé avant, enfin bon, l'année dernière, fait cadeau cette librairie de quartier pour les remercier d'être équipage. Là, tu peux montrer. Pour les remercier d'être restés ouverts pendant la pandémie. Et puis il m'avait aussi invité pour un des livres que j'avais écrits. Enfin, tu sais, les choses s'enchaînent les unes après les autres. Et là, maintenant, j'ai
je suis comme une vieille dame aujourd'hui, pour conjurer le temps qui passe, il faut toujours avoir un projet d'avance. Et je me disais que j'aimerais demander à tous les monteurs avec qui j'ai travaillé, 7-8 monteurs, de m'envoyer faire un petit peu une biographie, mais de se filmer eux-mêmes, tu vois, de m'envoyer un petit portrait chacun, et de choisir des extraits de films qu'on a fait ensemble, pour qu'ils les analysent, tu vois, qu'ils critiquent, tu vois, comment eux ont vécu le moment du montage. Parce que je trouve qu'on ne parle pas assez des techniciens. Et je suis très reconnaissante et je les aime profondément, en fait, si tu veux. C'est des gens, je vois pas, il y en a un qui est à Marseille, il y en a un qui est à Paris, il y en a. Tu vois, on n'est pas on s'appelle pas tous les 8 jours, mais dans ma tête, ce sont des gens qui existent très fortement. Et Tu veux pas que je retourne un peu vers toi, non? comment ça? Vraiment. Qu'est-ce que tu penses On va bouger un peu, de la documentaire à l'heure actuelle de francophonie? Sûrement, tu les suis aussi. Je vais beaucoup à la cinémathèque. Je vais au cinéma 3-4 fois par semaine. Oui. Et je fais partie de... Demain, je vais à Varan, c'est une école de cinéma qui forme pas mal de documentaristes. Et ils ont des rencontres autour du cinéma, 2 fois par mois. Demain matin, j'y vais. J'ai une carte UGC, tu sais, pour 20 € par mois. Donc je peux aller 3-4 fois par semaine au cinéma. C'est une grande partie de ma vie de retraitée. Documentariste Ah non, là c'est des films fiction, des documentaires, oui je le suis parce qu'il y a toujours quelque chose, il y a toujours des festivals de documentaires, à Paris, tu sais, c'est effrayant, tu peux passer ta vie au cinéma, il y a toujours quelque chose, et puis je vais dans des lieux alternatifs, comme ça la Commune Libre d'Alix, c'est un café avec un esprit très communautaire, où on passe des films. Ici, il y a 2-3 lieux. Si on arrive à sortir, je te montrerai des lieux. Il y a une association où j'ai proposé de passer les films que j'ai fait sur le quartier. Il y a un lieu qui est très connu à côté qui est en train de réouvrir, qui s'appelle la Flèche d'Or. C'est un lieu où il y avait beaucoup de musique, une ancienne petite gare. Il y avait avant une espèce de petit train qui traversait autour de Paris, et il y avait des petites gares, et là cette petite gare a été transformée en lieu d'abord de musique, et maintenant ils en font un lieu, je pense qu'il y aura un ciné-club, un restaurant, tu vois, ça a été racheté par la ville de Paris. Ben voilà, je suis très implantée, enfin je suis assez implantée dans le quartier. D'ailleurs, j'espère qu'on aura le temps tu montrerai mes 2 cafés préférés où j'écris. Tu sais, vivre. Aujourd'hui, c'est vraiment l'idée de vivre à Paris comme dans un village. Comme je suis très phobique, je vais pas tellement. Je vais au cinéma. Je bouge pas tellement sur Paris maintenant, quelque part. C'est pas un peu contradictoire aller au cinéma quand tu es un petit peu phobique, claustrophobique par exemple. Maintenant je réfléchis dans le noir devant une écran. Pas pour moi. Souvent je vais juste j'aime bien aller en fin enfin, tu vois, sur le bord, la tranche de... Non, je suis pas phobique pour le cinéma. Par contre, il y a un lieu qui est très intéressant à Paris qui s'appelle le Forum des Images, mais c'est au 3e sous-sol des Halles. Et ça, j'ai un peu de mal maintenant, aujourd'hui, tu vois, à y aller. Mais tu sais, on vit comment on fait avec nos névroses, tu vois. Hier, il y avait la toile d'araignée au-dessus, j'ai dit, t'as pas peur, tu vois, tu aurais pu dire, ah, je supporte pas, peut-être que... Tu vois, on a... Bon, moi, c'est les histoires d'espace qui me créent problème dans la vie. Qu'est-ce que tu cherches dans un documentaire? Ça veut dire quoi un documentaire pour toi? C'est un moyen d'expression, si tu veux, mais si j'étais une véritable écrivaine, j'écrirais tout le temps. Le cinéma, je dirais pas, c'est un peu la facilité quand même, parce que l'image, elle vient à vous, on est construit à travers les images. Bon, j'ai choisi ce mode d'expression quand j'étais jeune, mais
Oui, je ne suis pas très attirée par les comédiens. J'en parlais hier avec. Enfin, moi, c'est pas. Et puis, tu vois, là, toute la grosse machinerie d'un film de fiction, tu vois, avec 30 personnes, avoir à faire à 30 personnes à la fois, être là, tu vois, être la chef d'orchestre, ça ne m'intéresse pas. C'est plutôt toute petite équipe, les rencontres avec. Ce, voilà. Je sais pas, je pourrais très bien te dire, tiens, ça serait intéressant de faire un film sur toi. Qu'est-ce que c'est qu'être un Turc à Strasbourg aujourd'hui? Est-ce qu'il y a toute une communauté? Comment tu fais pour vivre? Ça m'intéresserait beaucoup, tu vois. Je veux dire, c'est pas seulement être turc, c'est être poète. Qu'est-ce que c'est qu'être poète aujourd'hui dans un monde qui est tout sauf poétique, quoi. Où est-ce qu'on trouve la poésie dans nos vies? Tout à l'heure, c'était intéressant quand il m'a dit, j'ai dit c'est triste, il m'a dit mais non, c'est beau. Et j'ai dit oui, c'est une forme de beauté, mais ça manque un peu de lumière pour moi. Et moi, par exemple, j'écris de la poésie, pas beaucoup à Paris. J'écris des haïkus, mais pour écrire vraiment de la poésie ou me sentir dans la poésie, il faut la lumière du Sud. Alors, peut-être que je changerai, mais pour l'instant, oui. Et qu'est-ce que tu penses du montage? Montage, ça veut dire quoi, montage pour toi? Ben, on en a parlé, tu vois, moi je ne fais pas le problème, je ne fais pas le travail de monteuse, le travail pratique. Je Je parle pas de côté technique, oui, je oui, parle monter de un film, l'essentiel. oui, l'essentiel. Oui. Soit tu fais, soit tu fais Ben, tu faire, et c'est pas peu reconstruis, importe en fait. C'est le squelette de ton, n'est-ce pas? tu reconstruis Ok. l'histoire, tu as déconstruit à travers le tournage, comment dire, quelque chose que tu as envie de signifier au monde. Après, il faut le reconstruire comme un autre geste artistique. C'est le moment le plus intéressant parce que le tournage, c'est pas toujours. Moi, c'est pas tellement ce que j'aime. Et le moment du montage, c'est un moment privilégié. Moi, je travaille avec des monteurs ou des monteuses, mais c'est un moment, c'est un moment où on se pose beaucoup de questions. Et c'est la vraie fabrication du film. C'est le moment où on peut détruire un film comme on peut en faire vraiment un objet artistique. Je ne me pose pas tellement de. Comment se dire? Je pense que je suis peut-être moins intellectuelle que toi. Je ne me cherche pas à chaque fois le pourquoi du comment. Non, mais je ne cherche pas non plus. Seulement, je pose des questions, on réfléchit, on Oui, pense à ce moment-là. absolument, oui. C'était quoi? Ça peut être quoi? C'est ça. C'est pas vraiment une réponse réfléchie parfois. D'abord, c'est un moment de tranquillité parce que on a, en principe, on a à peu près toute la matière qu'il faut et donc on va faire comme un beau gâteau quoi, à partir d'ingrédients divers et variés. Mais là aussi, il faut pas, pour moi, il faut pas que ça, il faut pas que ça traîne, tu vois. En général, je me donne à peu près 3 semaines pour monter un film d'1 heure. C'est mon tempo, enfin, c'est le rythme que j'aime. Et j'ai la chance de rencontrer des gens qui sont, enfin, on en parlait, des monteurs très, très doués, enfin, après toutes ces discussions. Les dimensions artistiques ou poétiques dans le documentaire, ça prend une place ou tu préfères le documentaire pur et dur, Non, journalistique presque? pas du tout, Oui. surtout pas. Oui. Surtout pas. Il faut toujours, de toute façon, en général, je filme des gens qui sont plutôt ou des artistes, ou des gens qui pensent le politique d'une certaine façon. Et puis, je mets toujours mon grain de sel, tu vois. Je m'introduis toujours un petit peu, quelque part. Par exemple, j'ai tourné le jardin solidaire. J'ai montré tout ce qui se passait autour. Il y avait des mouvements
autour des mal logés à ce moment-là. Il y a toujours des histoires qui s'emboîtent les unes dans les autres. Oui. Là, tu reconstruis un peu un petit monde. Et les poésies ou les poétiques, c'est plutôt dans les images ou dans la construction de tes films? Ben, ça sera à toi de le dire. Les images. Écoute, tu essaies de filmer des belles choses et souvent j'aime bien faire, enfin ça m'arrive assez souvent de faire un commentaire un peu que j'essaie un peu ironique, un peu poétique, si je mets du commentaire. C'est une des rares choses que j'aime en moi. J'aime bien ma voix. Et on a la même voix, ma maman, enfin, je crois que de mère en fille, on a la même voix. Elle me dit toujours, j'aime ta voix. Donc c'était un regard très, très heureuse, mais comme j'ai à peu près la même voix que ma mère, enfin, elle est beaucoup moins claire qu'elle n'était, et je vois ma fille à peu près le même tempo. Donc voilà, j'aurais beaucoup aimé faire de la radio, en fait. À un moment, je pensais quitter l'image et pour faire des émissions de radio. Vers 30-35 ans, j'avais hésité. Et puis, j'ai été invitée à faire quelques petites émissions de radio une fois, à France Culture, 5 fois 5 minutes, c'était court, dans des radios, radio d'Alig, des radios, comment dire, des radios, il y a un nom, des radios, tout ça, il y a des radios libertaires, radio Aligre, etc. Et c'est vraiment quelque chose, je trouve, parler au micro, ça c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu. France Culture, c'est une émission d'une jeune femme qui donnait la parole à des artistes, à toutes sortes de gens, et elle m'avait dit, tu choisis les thèmes et tu vas parler chaque fois 5 minutes. Donc j'avais choisi un passage de Virginia Woolf, un livre qui s'appelle Mrs. Dalloway. J'avais choisi de parler de l'Algérie, de Marseille, enfin bon. Et je pensais à mes sœurs qui me trouvent toujours un peu brouillonne et tout, et je me suis dit il faut être clair. Et donc quand j'ai réécouté les émissions, je me suis dit mais parce que ma fille me dit toujours maman tu es confuse, fouillie, tout ça. Et quand j'ai écouté, j'étais très fière de moi. J'ai trouvé ça là. Et la voix, ce que tu dis, ça se tient à peu près. Tu vois, hein. Et tu as pas mal de livres aussi, donc tu peux me dire... Là Oui, tu peux me dire mon un Dieu, petit quel peu... portrait, dis donc, mon Dieu, c'est ça là. C'est presque 10 ans de livres, non? Ça, c'est... Oui. Bon, je sais pas, j'attends le dernier. Non, oui, il y en a plus. Encore, oui. J'attends le dernier qui devrait être fabriqué, là, qui est fini de fabriquer. L'armaton va m'appeler. Bon, écoute. Alors le tout premier, tiens, je te l'ai offert, là, il est quelque part ici. Ah oui, c'est ça. Une vie travelling. Je sais pas comment, sur quelle année il a été édité. Je peux te lire la 4e de couverture? Bien sûr, Voilà. oui. Donc ça, c'est tout le premier qui a été édité, il n'y a pas 7-8 ans. Il est sorti 2017, 4 ans. Voilà, c'était un peu une autobiographie, ça, du travelling. Donc, la 4e de couverture, c'est on les ramène à Alger dans une grosse jeep. On les prend pour de dangereux gauchistes venus fomenter la révolution en Kabylie. On est en 1976, la fin de l'ère boumédienne. Le pouvoir ne rigole pas. Après 2 jours de détention, plutôt bien nourris et logés, un officier de police qui leur a posé toutes sortes de questions vient s'excuser en ôtant son képi. « Ce n'est pas l'officier de police qui vous parle. Veuillez nous excuser. C'est l'Algérien. Je vous invite tous à la pêcherie, l'un de nos meilleurs restaurants de fruits de mer. » Et ce que dit raconter une génération à travers un récit rapide, comme un travelling de cinéma. C'est le vœu de l'auteur, documentariste depuis les années 70, auteur d'une 20aine de films. Voilà.
Ces premiers livres, tu as publié. C'est ces premiers livres, non? Non, j'en avais publié Oui. un avant, pardon. Oui, Je crois non. je sais plus. C'est une des attends. dernières, je crois. L'Harmattan, oui, ça c'est des nouvelles. La mémoire allée avec le soleil, 2012. Oui, ça c'était un peu avant. Ça c'était des nouvelles que j'ai écrites quand j'habitais, il y a une quinzaine d'années, on habitait dans le quartier d'Aligre avec mon mari et ma fille. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai écrit ces nouvelles. La mémoire allée avec le soleil. Et je faisais la quatrième de couverture. Lorsqu'elle se réveilla, elle sut qu'il était tapi dans sa tête et qu'il n'en partirait pas de sitôt. Depuis plusieurs jours, elle y pensait, puis s'activait dans des tâches sans importance pour ne pas être envahie par lui. Ce matin, Lys de printemps, elle avait décidé de l'affronter. C'est le métro, qui est un monstre. Et tu écris des poèmes aussi? Tu publies des poèmes aussi? Un petit peu. Oui, un petit peu. Et comment tu écris tes poèmes, hein? Tant que je cherche là, où est-ce que... écoute, j'en écrivais un peu jeune, que j'ai retrouvé. Mais attends, je sais pas s'ils sont là. Non, moi je préfère... J'aime bien une espèce de prose poétique. Les poèmes... Tiens, je ne sais plus comment ça s'appelle, une autre... Pourquoi à Nouvelle-Orléans? Non, et ben je crois que j'ai plus de bouquin de poèmes. J'en avais juste un là, édité. Mais par contre, j'aime beaucoup celui-ci. C'est que j'ai écrit en 2016. Mais c'est toujours un peu la même chose, tu sais, c'est plutôt une espèce de chronique, de chronique poétique pour dire le monde. Là, je regarde un peu les titres, juste pour te dire. Là, il y a Petit abécédaire personnel de printemps, Poussière, Leçons Angot et Welbeck, Un jour de printemps dans les beaux quartiers, Fantôme, Une chambre à moi. Je te lis un petit extrait. Pour moi, c'est ma forme de poésie. On entre au café sans nom, royaume de Tahar, étonnamment calme. Les trentenaires ont émigré chez Shérif, ou sont en bord de Seine pour danser le tango. Faute de faire la fête bruyamment rue Oberkampf, on voit un stand-up à Bobino. Au loin, le square des enfants est vide. La peinture murale bleu-rose, votée par les socialos il y a plus de 10 ans, continue de s'effriter en douceur. Pas de barbecue ce soir, pour les Africains ados, mais au coin de la rue, 3 capuches blanches avancent, roulant des mécaniques, slamant à tue-tête leur dernier et magnifique opus. Aussitôt mis sur leur playlist. Seul bruit de quartier ce soir de juin, temps d'aller se coucher, demain c'est juillet, avance l'été, raccourcit ses jours. Tu vois, c'est une espèce de prose poétique, mais les vrais... J'écris aussi des vrais... Enfin... Tu as dit que tu écris des haïkus déjà quand il fait des soleils déjà, n'est-ce pas? Oui, oui, les haïkus, j'en écris un ou deux par jour. C'est plus simple, ça. Enfin, c'est une bonne... C'est une technique qu'on apprivoise assez facilement. Et hier, je discutais avec Philippe, il me disait qu'il en recevait enfin, énormément. Il y a beaucoup de gens qui sont mis au haïku. Tanslan. Hein? Tanslan, oui. Je pourrais pas dire que je lis la poésie tous les jours, mais là où je me retrouve dans ce que tu disais hier, c'est plutôt une vision... moi, j'aime la vision poétique et ironique du monde. Plutôt vraiment un regard sur les autres. C'est pas... Je ne suis pas fascinée par les mots. Bon, dans le monde de la poésie aussi, il y a moins de fric mis en jeu que dans le monde, tu vois, documentaire, du cinéma. Il n'y a pas une industrie de la poésie, c'est sûr et certain. Exactement. Donc les gens sont un peu différents. Toi, tu te présentes vraiment
tu es poète avant tout, mais la plupart des gens, comment dire, disent je fais de la poésie, mais en fait, ils ne parlent pas de leur vie quotidienne, mais ils écrivent, voilà. Ils écrivent parce que c'est une nécessité aussi. D'ailleurs, j'aimerais bien poser cette question aussi. Ça veut dire, est-ce que l'art, la poésie, c'est un besoin, une nécessité pour les gens, pour les autres? Pour les uns et pour les autres, pour tout le monde. Je pense que tout le monde est poète, de toute façon. Je pense que tout le monde a... Maintenant, nos regards... Enfin, je pense que tout un chacun peut écrire la poésie. Maintenant, le regard que nous avons sur le monde est tellement différent. J'ai un peu de mal à répondre à ce type de questions parce que c'est un tout, tu vois. Tu me disais, pour moi, les images, faire un peu de mosaïque, écrire des essais, c'est un... En tant qu'auteur, c'est une vie, c'est sûr. Mais pour les personnes qui passent par la rue, par exemple, est-ce que c'est vraiment une nécessité, un besoin? Je pense pas, non, pas nécessairement, sinon ils le feraient. Tu vois, j'aime pas trop ce mot d'artiste, mais par exemple, quand tu exposes, tu vois, quand j'exposais à Marseille, on me disait, ben, Anne-Marie, on t'a invité comme artiste. Mais si, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, parce que moi, je me sens plus cinéaste, et les cinéastes, on n'est pas considérés comme des artistes, tu vois. Pourquoi? Je ne sais pas, je veux dire, dans le vocabulaire habituel, il y a des grands cinéastes comme Tarkovsky qui sont vraiment considérés comme... et qui sont des... C'est pour ça qu'on dit cinéastes d'auteur. Peut-être à cause de ça. C'est cinéastes d'auteur qui sont des artistes, mais les autres cinéastes qui font des films. Hein. Il y a toutes sortes de gens, je sais pas. Je ne sais pas très bien quoi dire là-dessus. Mais j'aime beaucoup le monde, tu vois, là, je vais dans un atelier d'artistes, voilà, un atelier d'art plastique tous les mercredis, et j'adore cette fille avec qui elle nous laisse nous exprimer, elle apporte plein de choses intéressantes. On ne fait pas que du dessin, on peut... Elle se met à la portée de chacun, tu vois. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, dessiner. Moi, je peux te montrer un petit peu le feutre blanc sur... Bon, je vais te montrer, parce que c'est un geste, tu vois, tout ça, c'est des gestes. Tu sais, quand tu voyages et tout ça, il y a toujours un moment où tu écoutes la poésie, tu t'embêtes un peu, donc tu es dans des... Comment plein de poussière, là. Je sais plus. Ce sont des esquisses, ce sont des... Belzins. Non, ça c'était Marseille, tu vois. J'adore, j'aime beaucoup Marseille. C'est le quartier où j'ai un petit studio. Là, ça c'est le quartier de Belzins. J'adore m'asseoir dans les cafés, regarder autour de moi. C'est presque comme scène, non? C'est comme pour filmer une scène. Ça c'est le quartier chez une amie qui s'appelle le Carmelin où j'habitais. C'est très naïf, c'est très... voilà. Port de Marseille, ça, je mêle un petit peu l'écriture quelquefois. Mais tu vois, pour moi, c'est autant... Enfin, c'est une forme de poésie aussi, c'est une façon de voir le monde, quoi. Ça, c'est encore... Ah oui, j'ai montré, j'aime beaucoup le... Est-ce que tu as vu les dessins de Topolino? Non. Ça ressemble beaucoup. Ouais. Tu dois regarder ça, c'est vraiment très intéressant. Oui, ça, c'est le vieux port. Oui, exactement. Ça, c'est des personnages. Voilà. Mais l'idée, ça, c'est Bachung. Je ne sais pas pourquoi j'ai appelé ça Bachung. Parce que là, c'était Osée Jacqueline. Ah oui, ça, c'était en écoutant Bachung, Osée Joséphine. Voilà. Tu vois, enfin, il y en a là. Mais c'est plutôt une façon de, tu vois, de pas s'embêter, c'est-à-dire que tu écoutes. Tiens, ça, c'est très différent. Oui, très intéressant. Mais c'est simple, tu vois. Oui, mais un feutre noir sur du canson. C'est les voyages aussi, dans le train. Quand tu t'embêtes, non, c'est pas là. Je sais pas, j'en fais d'autres. Des gens, là, en écoutant des conférences, des lectures. Oui, super. Voilà, c'est ce côté speed qu'on a, enfin moi j'ai en moi, il faut, tu vois, et ça me calme. Oui. Dans le train Marseille-Bordeaux,
Voilà, c'était un petit peu... Mhm. Tu vois, mais tu peux faire ça, je peux prendre le portable, Oui, tu vois. oui. C'est tous ces gestes qu'on fait qui font que, voilà, on exprime le monde, on est... La mosaïque, là, c'est donné à ma fille. J'aime bien celle-ci, je la trouve assez réussie, voilà. Mais tout ça, c'est des gestes... Bon, c'est vrai que la mosaïque, par exemple, c'est comme des gamins, tu vois. Tu colles un morceau à côté de l'autre, c'est très ludique et c'est très enfantin. Apaisant aussi, non? Apaisant. Apaisant comme geste. Ça aussi, c'est apaisant. Est-ce qu'on peut, comme on dit, terminer avec une de tes poèmes déjà, ou une de textes que tu peux choisir Écrit pendant la pandémie, La planète mauve et autres nouvelles. Eh bien, tout simplement, ces papillons qui pouvaient traverser les galaxies sans problème s'envolèrent à la suite de la fusée du Petit Prince et de ses acolytes. Les hommes avaient été vaccinés, mais certains étaient à nouveau tombés malades, car les virus mutent facilement. Quand les ciels des divers coins de la planète furent traversés par ces milliers de papillons multicolores, ils sortirent pour les contempler. Ils rouvrirent leurs portes, ôtèrent leurs masques de confinement. Certains avaient perdu la parole, tant ils étaient restés devant leurs écrans. Ça, c'est une nouvelle qui s'appelle Fantôme, et qui est une espèce de rêve éveillé. Et je parle d'un homme que j'ai beaucoup aimé, qui est mort cette année, donc je vais en parler un peu. Au milieu de cet été radieux, il y avait aussi parfois des crises de nerfs, des engueulades inattendues, comme hier, au cinéma en plein air, sur les hauteurs du Fort Saint-Jean, revoyant R avec des amis. Elle avait été surprise par une femme qui avait soudain hurlé contre son voisin. Celui-ci avait sorti une cigarette, même pas du shit ou de la bœuf. Marianne se prépara pour aller se baigner et retrouver un de ses fantômes bien-aimés. Elle nageait depuis 10 minutes lorsqu'elle entendit une voix connue. « Hello, what the fuck are you doing here ?» C'était lui, et ce n'était pas un fantôme. Il nageait tel un jeune homme, crâne chauve, corps encore athlétique malgré ses 80 ans passés. « Melvin, que fais-tu à Marseille ? Je te croyais à New York. » Il plongea vers elle et l'entraîna dans un périmètre presque tranquille. Il s'approcha d'elle, l'embrassa fougueusement, puis replongea entre ses cuisses en la frôlant. Elle tressaillit. Il remonta à la surface et dit dans un sourire mouillé et flamboyant « You, my love ». Elle ferma les yeux. Rêvait-elle ? Elle revit en quelques secondes leur première rencontre. Il avait 30 ans, elle à peine 20. C'était chez lui, enfin ce qui lui servait de chez lui, l'appartement d'une copine. Il avait mis Georgia on My Mind sur son électrophone et l'avait défloré en douceur. Elle allait se réveiller, mais il était là pour de bon. « Come !» Il l'entraîna, la sécha, sortit de son sac laissé sur la plage une petite flaque de whisky. « Allez, Melvin, que fais-tu ici ?»« Je prends des vacances, mais toi ici, que fais-tu ici, ma chérie ?» Elle n'eut pas le temps de répondre. Déjà, il l'entraînait. Elle eut juste le temps de récupérer ses affaires à la cafette. Un taxi passait le long de la plage. Il le aida, la poussa à l'intérieur et donna le nom d'un hôtel sur le Vieux-Port. Tous deux étaient encore trempés. Il la poussa sous la douche, la savonna, la caressa, lui fit l'amour tendrement, puis dans un soupir de soulagement et de bonheur, il s'endormit près d'elle. Il l'avait enlacée si fort qu'elle n'osait bouger. Elle s'endormit à son tour. Lorsqu'elle se réveilla, il avait disparu. Mais elle lui avait laissé un mot, l'invitant à dîner à 21h précises, chez Toinou, le restaurant de fruits de mer qu'elle aimait. Cela faisait 50 ans qu'ils s'étaient rencontrés. Leur corps avait changé, vieilli, mais leur cœur, leurs âmes battaient à l'identique. Après le repas, il l'entraîna à nouveau à l'hôtel. Ils s'aimèrent toute la nuit comme des tourtereaux. Il devait prendre son avion le lendemain pour Paris, avant de redescendre la semaine suivante à Marseille pour la rétrospective de ses films. Elle l'attendit patiemment, mais bizarrement, il n'y avait aucune notice à la bibliothèque de l'Alcazar pour l'événement dont il lui avait parlé. Avait-elle rêvé ? Il ne réapparut pas. Elle continua d'aller à la plage du Prophète. Ça, c'est un texte un peu poétique, un peu comme
comme une fantaisie. Il a fait des films aussi, enfin, il écrit des livres. Bon, si tu veux, c'est un amour de jeunesse. C'est quelqu'un qui réapparaît, oui, comme un fantôme. Voilà. Et c'est vrai que chaque année, la dernière fois que j'ai vu, c'était, je sais pas, à Paris il y a 3 4 ans. Il faisait du jazz. Tu vois, c'est un mec très, très, très doué. Voilà, il est mort il y a quelques semaines.